You joked about the age here with Stephon Castle being 21 and Dylan Harper being 20, but combined, those two gave the Spurs 60 points. So there was no Wemby, but they had the youth on their side. Well, Nicole, you know who's looking like a big joke? Me. Because I thought the San Antonio Spurs was going to lose this game tonight without Victor Wembanyama, and they proved me wrong. We witnessed these young boys grow into grown-ass men tonight. That's what we witnessed. Stephon Castle, Dylan Harper, they grew up right in front of our eyes. Un choix jugé prématuré en deuxième position. Pas le profil d'un candidat au titre de rookie de l'année. Simple pièce de banc sur un effectif chargé. Tel était le constat pendant la majeure partie de la saison. Puis les playoffs ont commencé. Harper devance désormais tous les joueurs de banc encore en lice dans cette post-season au chapitre des points. 13,8 points, 5,1 rebounds, 55% au tir, 40% à 3 points. Il est le premier rookie guard de l'histoire de la NBA à avoir réalisé plusieurs playoff games à 10 points et 10 rebounds. Le choix oublié parmi les 4 premiers de la draft ressemble soudainement à la secondary star la plus redoutable d'un prétendant au titre. Ce n'est pas un simple coup de chaud, c'est une transformation en temps réel. Avant les playoffs, avant le doute, il y avait un enfant dans le New Jersey à qui l'on n'a jamais offert l'option de jouer petit. Franklin Lakes, New Jersey. Des rues tranquilles, de bonnes écoles, le genre de ville où la plupart des jeunes ne se font jamais repérer au-delà de la ligue locale. Mais au cœur de cette ville tranquille se trouvait Don Bosco Prep, une usine à basketteurs dissimulée en plein jour. Et en son sein évoluait un jeune homme dont le nom de famille précédait son entrée dans chaque gymnase. Car Dylan Harper n'était pas seulement né avec du talent, il était né dans le jeu. Son père, Ron Harper, a disputé 15-16 ans en NBA et en est reparti avec 5 bagues de champion. 3 au sein d'une dynastie à Chicago, 2 autres lors du three-peat des Lakers. Sa mère a pratiqué le college football. Elle entraîne aujourd'hui en tant qu'assistante dans son ancien lycée. Son frère aîné trace son propre chemin dans la ligue en tant que two-way player. C'est un privilège. Mais pour un jeune qui cherche à se faire un nom, c'est aussi un fardeau. Un fardeau dont il ne pouvait pas s'affranchir. Chaque entraîneur qui l'observait connaissait l'histoire avant même qu'il ne marque le moindre point. Chaque scout présent dans la salle arrivait avec une comparaison déjà rédigée. Dans chaque gymnase qu'il fréquentait, quelqu'un connaissait son patronyme avant de connaître son prénom. La plupart des jeunes issus d'un tel pédigré s'effondrent sous la pression ou se reposent sur l'héritage familial. Dylan n'a fait ni l'un ni l'autre. NJ.com. Joueur de l'année en junior, titre d'état en senior, recrue 5 étoiles au consensus général, McDonald's All-American. Chaque critère qu'un prospect de premier plan se doit de cocher, il l'a coché. Puis vint le moment du choix. Duke a appelé, Kansas a appelé, Auburn a appelé. Les plus grandes institutions du basketball universitaire se sont alignées à sa porte. Il a choisi Rutgers, l'école de son frère. Il a privilégié la voie familiale au programme Blue Blood. Et lorsqu'il a signé, il est devenu la recrue la mieux classée de l'histoire du programme. Mais cette unique saison universitaire ne s'est pas déroulée comme prévu. Une grave maladie en cours de saison a compromis plusieurs semaines de sa première année. Il a manqué des matchs, ses statistiques ont chuté. Certains scouts ont commencé à s'interroger. L'engouement avait-il dépassé la production réelle? Les premières graines du doute ont été semées à ce moment précis. Malgré tout, la maladie, les matchs manqués, le bruit, il a tout de même été sélectionné en 2e position au total lors de la draft. Mais c'est là que les véritables questions ont commencé. Brooklyn, la NBA Draft. Le premier choix était l'événement central. Cooper Flagg, le phénomène de Duke, le numéro 1 consensuel, le nom phare de toute la cuvée. San Antonio était sur l'horloge au 2e rang. Et lorsque le commissaire s'avança vers le pupitre et annonça le nom de Dylan Harper, la réaction ne fut pas celle d'une célébration. Ce fut de la confusion. Les analyses commencèrent avant même qu'il ne passe le maillot par-dessus sa tête. Un reach au 2e rang. Les scouts estimaient que les Spurs auraient dû attendre. Les analystes pointaient d'autres noms dans le top 4. Des noms dont ils juraient qu'ils présentaient des plafonds plus élevés, des profils plus cohérents, de meilleures projections. Le consensus était que San Antonio venait d'effectuer un pic de luxe, un pic dont il n'avait pas besoin. Car voilà le problème, les Spurs ne présentaient pas de lacunes. Ils disposaient d'un intérieur de génération ancré dans la paint. Le défenseur le plus disruptif de la ligue à 2,24 m. Ils avaient sur leur roster le rookie de l'année 2 années de suite, tout juste sorti du sophomore leap le plus saisissant des mémoires récentes. Et ils possédaient un point guard all-star, sous contrat long terme, avec le ballon entre les mains et un salaire à la hauteur. Alors, où exactement le 2e choix de la draft était-il censé évoluer? Le calcul ne fonctionnait pas. 3 guards, un seul ballon. Un roster qui ne semblait pas avoir de place pour un autre rookie ball dominant. Et pourtant, lorsque la saison débuta, le calcul commença à se plier. Les Spurs ouvrirent à 5 victoires, 0 défaites. Harper sortait du banc et donnait l'impression d'évoluer en ligue depuis 5 ans. 14 points, 4,6 rebounds, 4,6 assists, à 48% au tir et 35% à 3 points. La maîtrise était réelle.
Le rythme était réel, le handle était réel. Un temps, les sceptiques semblèrent avoir tort. Les premières analyses avaient mal vieilli. Un temps seulement, car au deuxième quart-temps d'une rencontre face à Phoenix, il s'éleva pour un tir contesté, retomba maladroitement et saisit son mollet gauche. Aucun contact, aucune collision. Une blessure sans contact qui le fit quitter le parquet et rejoindre les vestiaires sur une jambe. Le diagnostic tomba le lendemain, une déchirure du mollet. Aucun délai annoncé. Il quitta la salle sur des béquilles, le pied dans une botte de marche. Le joueur qui avait semblé NBA ready dès la première minute se retrouvait soudainement face à son premier véritable test en tant que professionnel. Il reviendrait, il revient toujours. Mais ce qui suivit ne fut pas la percée que les observateurs attendaient. Ce fut quelque chose de plus discret et, à certains égards, de plus difficile. Il est revenu, comme toujours. Le temps qu'il rechausse ses baskets, la conversation avait tourné la page. Pendant sa rééducation, 2 autres rookies commençaient à prendre possession de la ligue. Les gros titres leur appartenaient. La course au titre de Rookie of the Year s'était réduite à 2 noms, et Dylan Harper n'en faisait pas partie. Les highlight reels, les couvertures de magazines, les simulations de vote pour le Rookie of the Year. Il était en dehors de tout cela. Pendant qu'il récoltait les trophées, lui engrangeait les répétitions. Il prenait les lignes, il faisait le travail. Le calcul était simple. Son plafond sur un effectif aussi dense se limitait à un rôle de remplaçant. Et un rôle de remplaçant ne pouvait pas rivaliser avec des rookies titulaires, jouant plus de 30 minutes par soir dans des équipes en reconstruction. Il ne pouvait pas les dépasser au scoring, il ne pouvait pas les surpasser au rebound, il ne pouvait pas les surpasser aux assists, pas avec le temps de jeu qu'on lui accordait. Et ce temps de jeu n'allait pas changer. Et le bilan final de la saison régulière le reflétait exactement. 11,8 points, 3,4 rebounds, 3,9 assists, 22,6 minutes par match, seulement 4 titularisations et 69 apparitions. Au regard des standards rookies traditionnels, ces chiffres sont discrets. Au regard des critères du Rookie of the Year, ils sont invisibles. Pour tous les podcasts et les analyses à chaud qui le jugeaient uniquement sur les statistiques brutes, il confirmait la crainte initiale que le deuxième choix de draft n'était qu'un joueur de banc. Mais voilà ce que personne ne regardait. 50,5% au tir, près de 70% de réussite au niveau du panier sur plus de 4 tentatives par match. Un ratio assist-turnover de 2,76, la meilleure marque parmi tous les rookies de toute la ligue. Et le 3e total de tentatives à 3 points créé pour ses coéquipiers sur l'ensemble de l'effectif. Ce n'est pas un joueur de banc, c'est un jeune homme de 19 ans qui dirige une second unit NBA à un niveau que la plupart des vétérans n'atteignent jamais. Plus on regardait en profondeur, plus cela devenait éloquent. Quand il était sur le terrain, les Spurs jouaient différemment. Le 5 avec lui, le double Rookie of the Year, le pivot de la franchise, les ailiers vétérans, l'un des 5 les plus efficaces de tout l'effectif. Il stabilisait les possessions, il prenait la bonne décision, il maintenait l'offense en mouvement quand les titulaires se reposaient. Ce n'est pas un rookie, c'est un vétéran dans le corps d'un rookie. Les front office l'ont remarqué, les front office l'ont remarqué. Discrètement, les bonnes personnes observaient et le résultat collectif racontait l'histoire. C'est une franchise qui avait manqué les playoffs 6 années consécutives avant son arrivée. Une franchise attendant encore que son pivot de génération exprime pleinement son potentiel. Et en une seule saison, avec un head coach à sa première année et un rookie à la tête de la second unit, ils ont terminé 62 victoires pour 20 défaites. Deuxième tête de série dans la Western Conference, un prétendant au titre. Alors que tout le monde s'affairait à couronner les rookies qui inscrivaient 20 points par soir dans des équipes de loterie, quelque chose d'autre se passait à San Antonio. Quelque chose que personne ne couvrait. Quelque chose dont personne ne parlait. On ne le préparait pas à remporter le titre de Rookie of the Year. On le préparait pour mai. Et quand mai est arrivé, il était prêt. Le reste de la ligue ne l'était pas. Un sweep sans résistance. Il semblait à l'aise, pas submergé, pas comme un garçon de 20 ans disputant ses premiers playoffs sur la plus grande scène de sa carrière. À l'aise. Puis, 20 Minnesota. Une arrière-garde All-NBA. Une defense de top 5. Rudy Gobert dans la paint. Anthony Edwards sur le côté. Le genre de série qui brise les rookies en deux. Harper ne s'est pas brisé. Au Game 4, alors que les Spurs étaient menés à l'extérieur, il est sorti du bench et a inscrit 24 points avec une adresse quasi parfaite. 8 sur 11 au tir, 7 sur 7 aux free throws, 3 steals, 7 rebounds. Un rookie de 20 ans marquant plus de points que la moitié des All-Stars présents sur le parquet. Game 5, 12 points, 10 rebounds, un bloc, un steal. Un nouveau double-double en 25 minutes en sortant du bench. Le plus grand nombre de minutes accordées à un joueur du bench des Spurs sur l'ensemble de la série. 2 matchs, 2 double-doubles. Il a continué à se manifester dans les moments les plus décisifs. Les quatrièmes quart-temps, les dernières minutes. Ces séquences où les rookies disparaissent généralement et où les vétérans prennent le relais. Lui était sur le parquet, créant des actions, convertissant ses tirs, lisant le jeu 2 passes à l'avance. Plus la lumière était intense, plus son jeu s'élevait. Plus les moments étaient serrés, plus ses décisions étaient nettes. Cela ne s'enseigne pas. Il était sur le parquet, créant des actions, convertissant ses tirs, lisant le jeu 2 passes à l'avance. Plus la lumière était intense, plus son jeu s'élevait. Plus les moments étaient serrés, plus ses décisions étaient nettes. Cela ne s'enseigne pas. C'est quelque chose avec lequel on naît, et la Ligue a commencé à remarquer. Regardons les chiffres. 13,8 points, 5,1 rebounds, 55,6% au tir, 40
50% à 3 points. Des chiffres qui ne chutent pas pour les rookies à ce niveau. Des chiffres qui ne chutent pas pour la plupart des stars à ce niveau. Il devance tous les joueurs de bench encore en lice dans ses playoffs en termes de points. Et la statistique qui devrait retentir dans chaque front office de la ligue, il est le premier rookie garde de l'histoire de la NBA à avoir réussi plusieurs matchs à 10 points et 10 rebounds dans une même campagne de playoffs. Pas le premier depuis une décennie. Pas le premier depuis la fusion. Le premier, tout simplement. Le constat est indéniable. En saison régulière, l'étiquette était celle de connecteur, de général du bench, de stabilisateur, l'homme qui faisait fonctionner la deuxième unité. En playoff, rien de tout cela. Finisseur, arme, second moteur. Les Spurs possèdent un intérieur générationnel, un ancien Rookie of the Year, un ancien meneur All-Star. Et pourtant, le rookie auquel ils ne trouvaient même pas de minutes dans le 5 de départ est devenu leur scoreur le plus fiable dans les séquences les plus difficiles du post-season. Relisez, une franchise avec 3 joueurs qui ont été All-Star ou proches du statut All-Star. Et c'est le gamin sorti du bench qui les sort d'affaire, à l'extérieur, à domicile, face aux gardes All-NBA, face aux intérieurs de la All-Defense, rien n'y a fait. C'est là que l'histoire dépasse l'individu. Les Spurs sont à un match des Conference Finals. Une franchise absente des playoffs 6 années consécutives se retrouve soudainement à 2 séries des NBA Finals. L'équipe qui n'était pas censée être là si tôt est là. Et le rookie auquel personne ne trouvait de minutes est l'une des principales raisons de cette présence. Ce n'est pas une série chaude, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un rookie porté par ses stars. C'est un joueur qui était prêt pour cette scène avant que quiconque ne le réalise. Ce n'est plus le même Dylan Harper. Et ce qui effraie le reste de la ligue par-dessus tout, ce n'est que le début. Les Spurs ont passé 2 décennies à chercher leur prochain chapitre. En l'espace de 3 drafts, ils ont décroché un intérieur générationnel, un Rookie of the Year, une révélation en playoff que personne ne voyait venir aussi vite. Un effectif construit pour être redoutable pendant la prochaine décennie. Un rookie qui vient de prouver qu'il a sa place dans le 5 de fin de match d'un prétendant au titre. Avec un rôle plus important la saison prochaine, une intersaison complète de travail, la question n'est pas de savoir s'il deviendra une star, c'est quand et jusqu'où va son plafond. Est-ce le début de la prochaine grande ère des Spurs? Combien de bagues ce noyau remportera-t-il avant que tout soit terminé?